Beer basket. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle émission de débrief de cette 25e journée d'Euroleague. Pour m'accompagner, il est là, il est de retour du ski, tout beau, tout bronzé et rafraîchi. Monsieur Damien, comment ça va? Ça va. Alors, je précise, je ne skie pas. Ou alors au talent. Non, c'était pour faire de la luge avec les loups. Donc ouais, bien reposé finalement et content de vous retrouver, de te retrouver pour parler d'Euroleague. Il y avait donc les fenêtres de qualification, les derniers matchs de ces qualifications pour la Coupe du Monde qui aura lieu donc en août, d'août à septembre aux Philippines, Japon et Indonésie. La France devait jouer ces deux derniers matchs malgré déjà une qualification assurée. Il y avait d'abord la République tchèque à l'extérieur et enfin la Lituanie à domicile. Le bilan de cette équipe de France, deux victoires en deux matchs pour une équipe encore une fois rafraîchissante et rajeunie, dirigée par l'excellent Victor Wembanyama. Damien, le premier match, la République tchèque, victoire 72-59. Je sais que celui-là, tu l'as regardé du coin de l'œil, moi je l'ai De un peu loin. plus vu. Un début très difficile face à ces Tchèques qui sont tout de suite rentrés très fort dans la tête des Français. On l'a vu, Victor Wembanyama très gêné par Ondrej Balvin, l'intérieur C'est de ça. Prométhée. Un premier carton 27-11 qui a mis en difficulté les Français. Ils ont commencé à revenir sur le deuxième carton avant de dérouler en deuxième période. Au final, Wembanyama a pris les choses en main. 22 points, 17 rebonds, record de l'équipe de France égalé avec Rudy C'est ça. Gobert. Il rajoute une passe, 4 interceptions, 6 comptes pour 34 dévals, bien épaulé par du Paul Lacombe, le couteau suisse, C'est 13 ça. points, 7 rebonds, 4 passes et 4 interceptions pour 23 dévals. Euh, on a retrouvé l'équipe de France qu'en deuxième période. Est-ce qu'il fallait juste se remettre dans le bain finalement? Voilà, on sait qu'il y a très peu de temps de préparation dans ces fenêtres internationales. Et puis ben, le groupe est jeune. Est-ce qu'il fallait juste ça et se faire un petit peu bouger pour se remettre en route? Sûrement, et puis prendre en considération la qualification était déjà actée en fait. C'était juste assurer une bonne place sur la poule euh, pour faire bonne figure, je pense. Au final, oui, c'est pas évident. Au milieu de toutes les compètes, les gars sortaient de la Leaders Cup. Il y avait l'Euroleague, du coup, Toko Shengelia. Il y avait pas mal de compétitions qui continuaient à tourner, donc pas facile pour tous ces gars-là de se retrouver, mais il y a du beau joueur. Chacun y a trouvé son compte sur le partage des minutes. Oui, après, sans manquer de respect à la République tchèque, voilà, ils sont tenus une mi-temps et puis derrière, ça a déroulé, quoi. C'est exactement ça. On a retrouvé notamment l'identité française avec une défense qui a fait mal dans le troisième quart-temps pour faire la bascule. Et donc Victor Wembanyama qui avait pris ce troisième quart-temps vraiment sous son aile. On a pu voir du Yohan Makoundou aussi qui s'est plutôt bien débrouillé avec 20 minutes de temps de jeu pour quelqu'un qui joue pas beaucoup du côté de Monaco, Non. proche d'un double-double. Ça fait toujours plaisir de voir cette équipe. Petite mention à Hugo Benitez qui vraiment euh, marque des points au-delà de l'équipe de France. On ne sait pas s'il sera à la Coupe du Monde, même si le poste de meneur pose toujours question. Mais en tout cas, on voit un garçon grandir et faire du bien. On voit l'intelligence de jeu du garçon. Donc sur ce match, ça a été plutôt très plaisant. Et enfin, donc ce soir, à domicile, je crois que c'était à Trélazé, à la C'est ça. maison. Victoire assez. Enfin, c'était assez Compliqué. serein ou ouais, compliqué parce Non, que je dois avouer que je ne l'ai compliqué. pas vu, moi. Compliqué. La Lituanie a vraiment mis à mal l'équipe de France qui était complètement désorganisée, assez brouillonne, qui par flash reprenait le dessus défensivement et mettait les stops nécessaires pour permettre ensuite d'aller marquer les paniers. C'était pas du tout le même match. Victor Wembanyama était vraiment à la peine sur ce game-là, notamment Minougas Kuzmingas qu'on aime beaucoup ici, qui l'a fait vraiment chier avec son envergure.
Il y a eu une belle prise à deux, ça l'a vraiment embêté. Et au final, il finit avec 15 points. Mais ça s'est vraiment décidé sur les dernières minutes, où là, je pense que les Lituaniens, au physique, ça devenait compliqué parce qu'on a des beaux bébés quand même en équipe de France. Notamment à l'intérieur, le petit Bodian Massa, qui a fait un carton. Il fait 11 points, il fait à 100% au tir, 4 rebonds, une passe, deux interceptions. Il a fait du bien, un peu de vent frais là quand les gars soufflaient sur le banc après le passage de Victor. Donc ça a fait du bien. C'était sa première Euh, sélection en plus, je crois, hein. ouais, première sélection, les premiers paniers sont arrivés assez vite en confiance, efficace. Ça s'est bien trouvé sur le terrain avec Tarpé. Euh, on a des répartitions qui sont, je sais pas, un peu bizarres encore une fois. Pas beaucoup d'adresses, sauf notre ami Nicolang qui met un 3 sur 3 et surtout sur des moments clutch. Donc ça a fait du bien. Ça a été très compliqué, ça se décide vraiment sur le dernier quart, sur les quatre dernières minutes, où là la France appuie notamment avec Thierry Tarpey là, qui doit faire une interception ou jouer, jouer pas mal. Non, il profite d'une interception d'un stop défensif pour aller mettre le dernier écart. Après, c'est lancé franc. Ça a été dur, ça a été vraiment dur pour l'équipe de France sur ce match-là. Euh, à noter le panier Doncic, je sais pas comment on peut dire ça, de Johan Makoudou, qui se retrouve poussé ligne de fond et sur un pied tente le tir en fait, et il fait une belle cloche pour aller mettre le panier par-dessus la planche. Donc ça c'était cool à voir jouer, à voir marquer pardon. Mais voilà ouais, match compliqué. Ils ont fait l'effort sur la fin, sans plus, sans plus. Ok, bon, une qualification, comme on l'a dit, déjà assurée. Il fallait disputer ces deux derniers matchs. Je regardais les stats collectives de l'équipe de France pour essayer de trouver un petit peu un lien sur ces deux derniers matchs. 20 passes décisives contre la République tchèque, 19 contre la Lituanie. La Lituanie, en plus, ils ne perdent que 9 ballons. Donc, on voit bien là le jeu léché de Vincent Collet. Encore une fois, bravo à notre équipe de France qu'on retrouvera forcément du côté de l'Asie l'été prochain. Un clin d'œil aussi à la Géorgie qui s'est qualifiée brillamment pour la première fois de son histoire dans cette compétition. Avec, on l'a pas mal retranscrit sur Twitter, un Toko Shengelia au four au moulin qui a joué les deux matchs de qualification plus le match Ah, d'Euroleague en punaise. plein milieu de la semaine. Walter Tavares a fait de même, il me semble. Et eux aussi, Oui. le Cap-Vert s'est qualifié à la Coupe du Monde, là aussi pour la première fois. Donc voilà, des joueurs qu'on suit régulièrement seront bien présents l'été prochain. T'as oublié Kendrick Perry, qui se qualifie avec le Monténégro. C'est bien ce que je dis. On verra des joueurs qu'on suit régulièrement à la Coupe du Monde. Je te propose de passer rapidement sur les news Allez. de la semaine. Pour faire très vite, la blessure d'Augustin Rubit qui annonce la fin de Ah, saison d'un des joueurs piliers du c'est Bayern. moche. Ça fait mal au cœur. Le Bayern n'était déjà pas dans une saison très brillante. Il manquait déjà Lucic. Augustin Rubit qui tenait un peu la baraque se blesse fin de saison. Il est déjà opéré. C'est catastrophique. Ah bah oui, il en fallait, il y avait déjà Lucic, comme tu disais. Enfin, ça va être impossible. Ils viennent de perdre le Kobe bavarois avec ses fadeaways. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On devrait peut-être se pencher sur le cas du Bayern dans une prochaine vidéo MyGM. Ça pourrait être intéressant de commencer à imaginer le futur de ce Bayern qui, je pense, ne jouera plus rien en cette fin de saison d'Euroleague. Superbe idée. Dejan Radonjic, ça y est, c'est enfin terminé. On clôt l'histoire, on passe à autre chose. Allez, on passe. Voilà, on va passer rapidement. On en a déjà assez parlé, que ce soit en vidéo ou sur Twitter. Et ensuite, c'est beaucoup de rumeurs qui viennent de tomber. On va commencer par une rumeur française avec Terry Tarpey, qui, selon les derniers bruits de couloir, pourrait atterrir du côté de Monaco. Le joueur du Mans a pas mal de propositions. Le Maccabi aurait dépêché quelqu'un pour le scouter durant la Leaders Cup. Il y a des clubs espagnols et italiens qui sont sur lui. Mais selon les dires, Monaco pourrait remporter la mise avec dans les bagages aussi un petit Mam Jaité. Qu'est-ce que tu penses de ces deux pistes pour Monaco?
Autant j'entends Mam Jaité, peut-être plus par rapport à l'effectif qu'ils ont, un peu de barbac pour virer le Playmobil Monte qui a fait une belle vilaine chose ce week-end, enfin cette semaine. Terry Tarpey, j'ai du mal à le voir dans ce groupe-là. C'est compliqué sur les postes arrière avec l'embouteillage, les Lloyd, Okobo, Mike James. Faut trouver de la place pour ce gars-là qui mérite, qui a un gros apport défensif, que je verrais très bien avec John Brown, par contre, sans problème, pour faire le lien défensif. Je, j'ai du mal à me projeter sur Terry. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, si vous avez regardé la dernière vidéo de Mike James sur Lasvel, moi, je le voyais là-bas dans un projet comme celui-ci. À Monaco, c'est vrai que ça va faire embouteillage, à moins que Obradovic ait une idée en tête de ramener des joueurs un peu plus euh, bah voilà, défensifs. L'association avec Ouattara pourrait être intéressante pour aligner un Tarpé Ouattara Brown, ça pourrait être plutôt sympa, même avec un Hall. Euh, on sait ils vont attirer un joueur comme ça parce qu'ils peuvent lui proposer un salaire qui défie toute concurrence. Après, effectivement, dans le profil, je suis pas emballé. Pour moi, c'est pas le fit idéal. C'est le début des rumeurs, hein. On sait que ça va être D'ailleurs, ça du moins et du moins bon. voilà, jusqu'à la fin de l'été. Je suis pas chaud, mais bon. euh, Monaco peut faire extrêmement de mal sur le mercato. On le voit C'est déjà avec clair. toutes les rumeurs qui peuvent avoir tout au long de l'année. Donc voilà, moi je suis pas emballé. Jaité, bah, moi non, enfin, comme tu dis, le profil est intéressant parce que ça amène un grand, mais sans lui manquer de respect parce que Mam Jaité a quand même un certain sens du placement. Je trouve qu'il dépend beaucoup des meneurs créateurs. Il a Teodosic et Hackett qui sont capables de jouer le pick and roll avec lui et de le servir comme il faut. Enfin, j'ai du mal à voir avec du Okobo et du Mike James le fait qu'on lui donne le ballon. euh, ou alors sur certaines situations, parce que forcément Okobo et Mike James vont attirer les défenses. À voir. C'est pas le truc le plus évident pour l'instant, mais ça leur ferait du bien d'avoir un grand comme ça. Dans un style par contre très différent si Mote Younas venait à être sacrifié ou être parti ailleurs. On sait que le Zalgiris était sur sa piste l'année dernière. Autre rumeur, même profil, un gros défenseur, Alberto Diaz, qui a fait beaucoup de mal durant l'Eurobasket cet été avec l'Espagne, pourrait rejoindre le Real Madrid. Il a encore un an de contrat avec Malaga. Il se dirige vers une très belle saison d'ailleurs avec Malaga, qui pourrait potentiellement se positionner comme un candidat au titre en BCL, ce qui imposerait donc au Real Madrid de payer une clause de 850 000 euros. Euh, c'est une certaine somme, mais est-ce que dans la refonte de l'effectif du Real, un profil défensif comme ça pourrait pas faire du bien en sachant qu'il y a un effectif vieillissant aussi et un, un petit roulement à faire? Intéressant. Non, c'est clair. C'est clair, c'est une bonne recrue en l'imaginant dans la tunique blanche du Real Madrid. Mais oui, c'est pareil, ça va être une équipe qui va sûrement beaucoup changer, même si tous les copains vieillissants là sont sur des extensions, non? Il y a Causeur qui est en 2 ans, il lui restera une année. Tu dois avoir Llull qui doit avoir encore une année. Tu dois avoir Rodriguez qui a encore une année. Parce qu'ils ont tous pris, je crois, 2 ans, tous les gars, tous les vieux. Euh, oui, il va falloir de toute façon penser à retrouver de la barbaque pour la défense à Madrid. Je pense que c'est une bonne recrue, en tout cas, dans l'idée. Ça vaut les 800 000 à cracher dessus, je pense. En sachant que le Real, on les connaît avec les contrats de joueurs qui sont partis en NBA. Ils avaient fait des petites emplettes, ils avaient réussi à gagner pas mal d'argent là-dessus. Donc, potentiellement, une petite enveloppe de 850 000, ça ne devrait pas leur faire peur. Je voulais juste balancer un petit débat rapide. Est-ce que si Alberto Diaz débarque, est-ce que ça peut
euh, interrogé sur le rôle de Alberto, mais l'autre Abalde. On sait que le joueur était un peu dans ce profil de défenseur, capable de créer deux, trois trucs. Finalement, moi, je suis toujours très déçu par Abalde. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah oui, il y a jamais vraiment la confirmation qu'on peut attendre d'un joueur de ce type-là. Euh, je regardais les stats là, c'est tout petit, hein. 2 points, enfin presque 3 points, 2 rebonds, presque 2 passes, 3 dévals. Il a pas énormément perfait. Je fais le tour. Il avait fait 11 points contre Monaco. Et C'est sa encore, il plus y avait mauvaise Maccabi. saison en Euroleague cette année. C'est ça. Je regarde même à Valence en Euroleague, il faisait mieux. Cette année, ça a l'air d'être très compliqué. Est-ce qu'on est sur ouais, une fin de cycle avec Abalde? Moi, j'en ai la sensation aussi. Et puis, il n'a pas l'impact défensif qu'il pouvait avoir les années précédentes. C'est clair que si tu as la possibilité de signer Diaz, bah ouais, le choix est vite, la question est vite répondue. Ok. Autre rumeur, l'avant-dernière, Yam Madar et Tamir Blatt, deux potentiels recrues pour le Maccabi Tel Aviv, des joueurs, on va dire, du cru, euh, potentiellement pour renforcer une équipe avec des quotas d'Israéliens à mettre en championnat notamment. Mais en tout cas, deux profils intéressants puisqu'ils font des bonnes saisons, eux deux. Bah, c'est à toi de me le dire. Bah, Yam Madar, à mon plus grand étonnement, il fait une bonne saison et je persiste à dire qu'il devrait remporter le trophée de meilleur jeune de l'Euroleague cette saison. Tamir Blatt, c'est une vraie belle révélation. On se posait la question à Mm. savoir s'il allait pouvoir être au niveau. Force est de constater qu'avec 8,5 points et 4,7 passes pour quasiment 8 dévals, il est capable, derrière des lots, derrière des Jalen Smith, de faire le job dans un effectif très collectif. Ça lui va bien. Euh, pour moi, si le Maccabi doit en prendre un, vaut mieux qu'il prenne Yam Madar parce que Tamir Blatt est fort dans un collectif, là où le Maccabi s'installe plus comme une équipe d'individualité. Et Yam Madar, lui, est capable de prendre le jeu à son compte, d'avoir ce côté un peu foufou et de gâchette. Hein. Quand il a envie, il en prend souvent à tort parfois. Mais en tout cas, il a progressé là-dessus. Donc, ouais, pour moi, Madar serait peut-être la solution la plus sérieuse, en tout cas. Pertinente. Ouais, pertinente. Ok. Voilà. Dernière rumeur, celle-ci, elle était déjà passée dans une de nos émissions. Tyler Dorsey, ça y est, monsieur est enfin libre de tout contrat. Il a été cut par les Texas Legends en G-League, donc possibilité de signer jusqu'au 1er mars, je crois, en Europe. La tendance veut que ce sera l'un des deux gros clubs turcs, Anadolu Fenerbahçe. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Dame, de cette potentielle signature? Bah là, bêtement, avec la blessure plus ou moins longue de Misic, bah forcément, on se dit que l'Anadolu, ça serait peut-être la meilleure solution. Je le vois mal atterrir au Fener. Le collectif se remet en place gentiment. On a vu la belle victoire contre le Partizan. Quitte à choisir, et pour faire bref, je le vois plus à l'Anadolu. Je partage cet avis. Je l'aurais bien vu au Fener, mais peut-être cet été, l'Anadolu là, a un besoin à combler. Ça peut parfaitement fitter. Donc, moi, je te rejoins. Je te rejoins. Ils en ont besoin parce qu'ils vont avoir besoin de victoire. Donc, clairement, Tyler Dorsey à l'Anadolu, ça me paraît pas déconnant. Justement, on va parler de cet Anadolu, puisqu'on va aborder notre débrief de la J25. Ce qu'on va faire, ce qu'on va vous présenter, c'est que on va parler de la course au playoff.
voilà, qui fait rage en Euroleague, avec pas mal d'équipes au bilan soit égaux, soit pas très loin, à une ou deux victoires près. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette course au playoff, et forcément, ça va nous amener sur les affiches qu'on a vues durant la J25, puisqu'en plus, il y a eu des affrontements directs, ou des affrontements intéressants, des défaites qui vont coûter cher, ou des victoires qui vont potentiellement donner de l'espoir à certaines équipes. Euh, on va prendre de la 12e place jusqu'à la 6e. La 12e place occupée Ah, par la Virtus, avec un bilan de 12 victoires, 13 défaites. Zvezda est un peu dans une position bâtarde, 11-4, mais avec une dynamique de 3 victoires sur les 10 derniers matchs. 7 défaites. Donc pour l'instant, on les met un peu de côté. Non pas que voilà, j'ai envie de les écarter bêtement et J'ai gratuitement, voulu me retenir. mais c'est que du coup, on a un peu le ton. Donc, pour faire clair, de la 6e place à la 12e place qui se tient en une victoire. Le Partizan est à 13-12 et la Virtus est donc à 12-13. Donc, ça semblait beaucoup plus pertinent de prendre ce peloton-là. La Virtus, justement, on vient de le dire, c'est l'équipe qui clôt notre classement là pour cette course au playoff. Et pourtant, l'équipe va mieux. Elle commence à être C'est clair. efficace, à être belle à avoir joué. Mais justement, comme face à Baskonia, on a vu le match tous les deux. Euh, on va pouvoir échanger là-dessus. Il y a du très bon, mais il y a des erreurs qui coûtent cher. Il y a des moments d'absence qui peuvent leur coûter cher. Je sais pas toi si c'est ce que tu en retiens, mais j'ai vu un Teodosic très fort, un collectif capable de briller, de faire mal à Baskonia, et pourtant il y a des pertes de balles complètement idiotes et des oublis défensifs qui peuvent vraiment, vraiment leur faire du tort. Je me rappelle d'un moment où Costello marque, sur la remise en jeu arrive à intercepter, c'est cafouillis, personne ne sait vraiment quoi faire du côté de la Virtus. Euh, Toi, après ce match, est-ce que tu penses que la Virtus a les rangs assez solides pour rejoindre les playoffs? Ça passera par un grand Milos. On en avait parlé il y a quelques semaines de ça, où on se rendait compte de ce côté brouillon de la Virtus, ou un peu perdu offensivement, même si défensivement il y avait les armes. Mais pour que le collectif fonctionne, il fallait un Milos présent sur le terrain, parce que c'est vraiment l'huile dans l'engrenage de, de cette équipe-là, de Sergio Scariolo. Alors, il est pas aussi fort que dans son prime. Il a quoi, 34 ou 35? Mais ça passera par lui. Et là, il sort un gros match. C'est ce qui permet à la Virtus de battre Baskonia il y a 2 jours. Euh, D'autant plus candidat direct au playoff, presque, Baskonia. Euh, ça passera par Milos. Le reste, il faudra évidemment que les shooters mettent, etc., etc., que l'identité en défense soit là. Euh, ouais, pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important, et c'est aussi la limite la plus importante de ce collectif-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce Milos-là, ou ce chef d'orchestre pour driver, est-ce que ça suffira pour aller au playoff? Et après, quand bien même, est-ce qu'une fois au playoff, ça va pas éclater sur une intensité qui va changer, et un Milos qui sera mis à mal un peu plus, quoi. Alors, c'est fort possible puisque effectivement cette équipe est très bien coachée, c'est du très beau basket, mais il y a peut-être ce manque d'impact sur les lignes arrières. Hackett, Teodosic, voire même du Bellinelli, c'est pas forcément des gens qui vont rentrer dans la gueule des joueurs en face. En plus, le calendrier reste assez costaud. Fenerbahçe Partizan pour les 2 prochaines journées. Donc Fenerbahçe, ça joue le top 4. Le Partizan, ça veut s'accrocher à une place en play-off. Il y aura un déplacement à Berlin. Et derrière, le calendrier est très costaud. Monaco sur le Rocher, réception de Madrid. 3 déplacements de suite avec Maccabi Anadolu, Valence, donc des équipes dans la course Ouais. au top 8, avant de finir avec un petit derby italien le 13 avril contre Milan. Euh, Ça semble quand même très costaud
pour la Virtus en cette fin de saison. Il reste 9 journées à disputer pour toutes les équipes, sauf donc il y aura sauf 4 l'Anadolu équipes. et les Fener. Voilà, Anadolu et Fener qui auront leur match à rattraper suite aux tragiques événements en Turquie et en Syrie. Le match, il y aura aussi de concerner le Fenerbahçe et le Real. Euh, la question est simple. Est-ce que tu vois la Virtus en play-off à la fin de la saison régulière? En prenant en compte tout ça, le Hmm. style de jeu et le calendrier qu'on vient de dévoiler. Non, il leur manque, comme tu dis, cet impact sur les lignes arrière. Ça va être trop ric-rac pour pouvoir prétendre à cette lutte finale. Surtout qu'on imagine que certaines équipes vont vraiment réduire les rotations, commencer vraiment à se mettre en mode playoff, ou l'Anadolu, euh, même si on va en reparler. Euh, ouais, ça va être trop léger. Ça va être trop léger, selon moi, pour accrocher le top 8. Ok. Je suis un peu dans le même constat. Moi, j'ai mis 50-50. Je pense que ça dépend de plein de facteurs du coup, là, pour l'instant, sont impossibles vraiment à détecter. Milos régale, mais le calendrier et surtout les oppositions qu'ils vont devoir avoir, Le calendrier est dur. ouais, me fait très peur parce que ne serait-ce que prendre le Partizan, il y a du Yamadar qui va pouvoir être dans les cannes de Milos, qui va pouvoir l'emmerder, du Avramovic, du Dante Exum. Monaco, il va falloir qu'il court après du Okobo, du Mike James. Le Real, on les connaît, la balle passera par Moussa et du coup, qui va défendre sur Moussa? Ça me Et semble puis assez c'est des, compliqué. ouais, puis des clubs qui vont peut-être chercher aussi un peu l'avantage du terrain ou Il y a forcément de ça. Monaco, Real, ils sont concernés. Le prochain match contre le Fener, partisan. c'est ça aussi. Le Partizan, en fonction de leur calendrier, on verra, va pouvoir jouer aussi dans cette dynamique-là. Et surtout, le 28 et 30 mars, il y a 2 journées, ils font 2 déplacements. Oui, Le 6 avril, ils enchaînent aussi avec Valence. Et ces 3 déplacements contre des concurrents directs. Maccabi, à l'heure actuelle, ils sont 8e. Valence, ils sont 9e. Anadolu, ils sont 11e. Ça sera révélateur, mais ça peut faire beaucoup de dégâts dans leur course au playoff. Donc, effectivement, pour moi, c'est 50-50. On va dire tendance hors playoff. c'est ça. Pour la Virtus, c'est OK. 11e, on a l'Anadolu, comme on vient de le dire, avec le même bilan. Pour faire simple, l'Anadolu, qui donc jouait contre l'Asvel à l'Astrobal cette semaine, l'a emporté 90-89. Encore une fois, ric-rac. Euh, Tu vas pouvoir nous en parler. Je vais planter le décor d'abord pour l'Anadolu. Euh, Eux vont jouer 10 matchs sur la fin de saison, 6 à la maison, ce qui peut être une bonne chose pour eux. Mais par contre, ils vont jouer 5 équipes du top 8. Ils vont recevoir le Maccabi, recevoir le Real, recevoir le Partizan, se déplacer au Fener et recevoir Monaco. Ils auront aussi le Panathinaikos la semaine prochaine, Zvezda, Berlin, Milan et la Virtus. Euh, la blessure de Misic inquiète. On a vu la rumeur Tyler Dorsey qui pourrait quand même changer certaines choses, même s'il n'aura peut-être pas un impact tout de suite. Et une dynamique actuelle sur les 5 derniers matchs de 2 victoires pour 3 défaites. Est-ce que le match contre l'Asvel t'a donné des signes positifs pour une qualification de l'Anadolu? Franchement, non. Parce que c'est une petite carotte quand même pour Lasvel et TJ Parker, et pour D-Bost, parce qu'il y a plusieurs faits de jeu dans le match où comment les fautes sont pas sifflées, ils prennent des paniers derrière des trois, et ça coupe l'élan. Lasvel a fait un gros match. Il jouait sans Kaoudi, capitaine Courage. Il jouait sans Aminoa, donc un secteur intérieur qui était quand même léger. En défense, ça a Comme été d'habitude, j'ai envie de catastrophique. dire. Franchement, le côté défensif, franchement, fait peine à voir. Tu te dis que tu as quand même trois intérieurs de haut niveau.
avec des profils différents qui, pour moi, devraient être capables de s'adapter. Derrière, tu peux rajouter du Mbaye, tu peux rajouter, t'as même Bobois qui est sur les lignes arrière, mais qui peut être très fort. Euh, Franchement, c'était moche défensivement. Alors, offensivement, il n'y a pas de souci. Tous les lots qu'il y a, même si, comment ça s'appelle, Clyburn, bon, 20 points, il a fait son game, mais t'as El Brian derrière qui a sorti un gros match. On Ouais, l'a il a pas mis des trop vu, tirs mais clutch, il a été je présent crois, sur hein. il a mis des tirs hyper importants. Il a 10 rebonds, costaud, le Elijah, surtout en fin de match, là, pour vraiment permettre à l'Asvel qui était repassé devant de revenir. Franchement, c'est pas mérité. C'est pas du chauvinisme mal placé, c'est vraiment pas mérité pour un Asvel qui était bien, qui était sympa à voir jouer. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Il y a Matthews 7 points, Dibos 7 points, Dio 7 points, Taïus 7 points. Le petit Zachary Rizaché qui était très très bien. 4 passes, 5, il fait que 5 points, mais il a été hyper important dans le collectif. Euh, D'ailleurs, je le disais en off, son éclosion est sûrement due au fait du départ de Wembanyama. Ça lui laisse un peu plus de place. C'est pas le même poste, c'est pas le même type de joueur, mais lui prend, on le voit tout le temps avec Nando à papoter durant le game et il prend plein de cuits basket tous les jours du petit déjeuner au goûter. Donc, non, gros match. Youssouf Afal, 15 points, il fait son game aussi. 5 rebonds seulement. Ça a été un peu la bête noire pour bah, forcément avec les absences pour l'Asvel. Franchement, c'est pas mérité. C'est pas mérité vu la partition, notamment de Nando. C'est dur, je trouve, et ça montre à quel point l'Anadolu, autant l'année dernière, ils avaient mis du temps à démarrer, mais les matchs à prendre, ils les prenaient vraiment. Là, tu me parles de l'Alba dans le calendrier. L'Alba fait peur. L'Alba fait franchement peur. Et ça, c'est dur. Du coup, t'imaginer l'Anadolu qui est 11e avec un match de retard, donc qui pourrait recoller avec le Žalgiris et tous les autres au-dessus. Moi, ça me fait peur, franchement. L'Anadolu, il n'y a pas le démarrage, il va être super tardif et ils partent sans Micic. Ils partent sans Micic, mais ils ont quand même, et c'est là où ça va leur servir, ils ont quand même un effectif énorme, capable de compenser son absence, je pense. Ça veut dire que Larkin va se retrouver dans un rôle qu'il a déjà eu, d'être la plaque tournante. Elijah Bryan va pouvoir se positionner comme un poste 2-3 en puissance. Il y aura Clyburn. Pour moi, je suis toujours pas trop inquiet pour l'Anadolu. Les équipes comme le Pana, Zvezda, Berlin, Milan, va falloir qu'ils assurent tout de suite. Va falloir qu'ils les prennent. Et derrière, ils ont quasiment tous les affrontements du top 8 à la maison. Ils enchaînent 3 matchs à domicile contre Maccabi Real Partizan. Faut faire du 2 sur 3. Maccabi Partizan, par exemple. Derrière, ils vont recevoir sur la double journée les deux équipes italiennes. Pour moi, ça doit être du 2-0. Et après, le dernier match, il le joue contre Monaco. Monaco aura peut-être plus rien à jouer, aura peut-être déjà sécurisé une place au classement. Donc en fait, je me dis que même si le contenu est inquiétant, le scénario leur est favorable. En tout cas, voilà, c'est l'idée que je m'en fais pour une équipe qui, enfin, je les vois mal quand même rater les playoffs. Je les vois vraiment mal se rater complètement. Et on va le voir, il y a des équipes à côté qui ont des calendriers ou des dynamiques beaucoup plus inquiétantes que ça. Ah, tu le disais pour la Virtus, le calendrier il est vraiment dur. Là, l'Anadolu a un calendrier qui est plus abordable, mais comme ils n'ont pas cette capacité à nous rassurer cette année, Oui, appuyer alors oui, sur on Larkin au en bon plus il revient moment. du voilà. Et normalement, là, arrivé sur la dernière ligne droite, les 10 derniers matchs, ça commence à appuyer. Là, la Svel, c'est un petit cadeau pour eux, pour rester collés, parce que sinon, ils se retrouvent avec Zvezda en dessous de la Virtus. Ouais. Euh, alors oui, Larkin, voilà, il revient de blessure, il va chauffer et tu sens qu'il rentre dans le match. Mais s'ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes défensifs, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors,
La question est la suivante, encore une fois, playoff ou pas playoff? Je vois pas l'absence de Micic comme un facteur vraiment décisif sur leur capacité à aller en playoff ou pas, parce ils ont le roster, comme tu l'as dit. Après, ouais, c'est du 80-20, quoi. Il va falloir réélever le niveau défensif parce qu'après, au-dessus, ça devrait passer le Žalgiris, ça devrait passer le Maccabi qui est sur un bilan neutre pour l'instant sur les 10 derniers matchs là. Ça peut passer le Maccabi. Baskonia, s'ils restent comme ça, ils vont vite redescendre aussi. Il y a deux places, pour moi, il y a deux places à prendre. On Ça est peut, d'accord. On est d'accord. Il y a ça deux peut. places à prendre. Moi, je les vois en playoff. Je reste convaincu que même s'ils vont pas être très convaincants, ils vont réussir à arracher le spot. Oh, c'est faute Justement, professionnelle, sinon. oui, exactement, pour un double tenant du titre, effectivement. On va passer aux Zalgiris, 10e, 13-12. Là, le bilan est positif. Euh, Malheureusement, j'ai la sensation que les Lituaniens ont été complètement coupés dans leur élan après les nombreuses blessures. Il y a eu la semaine de pause. Je les sens moins dedans, moins solides qu'auparavant. Euh, sur les 5 dernières rencontres, il y a 4 défaites avec un programme qui s'annonce lourd. J'annonce les équipes: Barcelone, Olympiakos, Fenerbahçe, Monaco, Valence, Maccabi. Il faudra jouer aussi Berlin, Asvel et le Bayern. La chance qui peut peut-être leur sourire, c'est 5 matchs à la maison, 4 à l'extérieur. On sait que gagner à la Zalgirio, c'est compliqué. Cette saison, ils sont à 9-3 à la maison. Pour toi, est-ce que le Zalgiris a les armes pour encore lutter pour ses playoffs? Ah, le soufflet est un peu retombé quand même, hein, On est d'accord, on est d'accord. pour le Žalgiris, parce que tout ce qui pouvait retirer de la hype autour de la communauté, de tout ce collectif élargi, supporters, ville, pays, euh, plus les bons résultats qui ont eu au début de saison, la mayonnaise a pris super vite. La blessure de Kinan, c'est une première bastos dans le pied. Là, les recrues, Polonara, entre autres, ça fait le boulot, mais franchement, Il y a eu Taylor c'est qui est dur, arrivé mais qui quoi. s'est blessé aussi dans la foulée. Voilà, Faut qu'on qui se s'est rappelle de blessé ça aussi. aussi. Je vois pas où ils peuvent tirer les ressources nécessaires parce qu'en plus ils étaient playoffables il y a ça 3 semaines. Euh, c'est compliqué. Žalgiris, je les vois pas aller. Même avec l'idée d'aller faire un final avec le Final Four qui se jouera à domicile, ça peut pas. Enfin, je le vois pas. Et pourtant, on a envie. Hein, c'est d'imaginer le Žalgiris sans playoff et le bordel que ça peut créer. Mais j'y crois pas. Non, j'y crois pas du tout. Je te rejoins, pour moi, ils seront malheureusement pas en play-off. S'ils restent aux alentours de la 9-10e place, pour moi, ce sera quand même récompensé une belle saison C'est parce clair. que tout le monde leur annonçait la foudre, la pluie et les ouragans. Finalement, ils se seront bien battus et ils ont été vraiment valeureux. Mais pour moi, effectivement, ce ne sera pas une équipe en play-off. Et ça Pour fait les... chier. Ça fait chier, mais au Pardon. moins, Ça fait ils vraiment ont... chier parce que, ouais, pardon, les recrues ont été ont bien tourné. Il y a un collectif, plus le pétard ambulant Keenan Evans avant qu'il se fasse les croiser. Franchement, ça fait trop chier, en fait. C'était cool, de les voir, là, avec toute la hype autour, l'ambiance, le speaker là-bas qui est furieux. C'était cool, en fait. Et de voir juste la blessure d'Evans, tu me mets Evans dans ce collectif-là, la dynamique, elle n'est pas pareille et potentiellement, tu peux vraiment te poser la question des playoffs. Mais là, c'est chaud. Pardon.
On est bien d'accord, mais j'ai rien à rajouter. On peut passer à l'équipe suivante. Donc la neuvième Allez, équipe au classement, c'est Valence avec le même bilan, 13-12. Et là, on a une équipe de Valence qui est ultra séduisante. Elle ne démérite pas dans cette saison. Et finalement, je vais te donner mon sentiment, ce serait presque un crève-cœur de ne pas les voir en play-off. Ils sont à 6-4 sur les 10 derniers matchs et ils auront 6 de leurs 9 derniers matchs à disputer sur la route. Là, par contre, cette fois-ci, ce ne sera pas à la maison. ouais. Ça semble là Ah, le aussi calendrier, il est dégueulasse. être chargé pour l'équipe de Valence. Je vais donner les prochains matchs. Il y aura Basconia, donc cette semaine à l'extérieur. Ils vont devoir enchaîner avec Milan à la maison. Il y aura le Real à Madrid, le Fenerbahçe à la maison, et ensuite ils font trois déplacements consécutifs, Monaco, Zvezda, Kaunas, avant de recevoir la Virtus en avant-dernière journée, et de finir en déplacement à Barcelone. Là aussi, ça s'annonce compliqué pour Alex Mumbrou et son équipe. Est-ce que le collectif et l'intelligence de jeu va pouvoir sauver cette équipe? Très bien que ça qui peut les sauver. Parce qu'en plus, je vois, tu parlais du calendrier, là, ils tapent deux des plus grosses ambiances Euroleague, Belgrade et Kaunas sur la double semaine, là, sur la double journée. Euh, ouais, alors, ils ont réussi quand ils avaient tous leurs blessés, là. Je sais plus quel match j'avais vu, c'était pas l'Olympiakos qu'ils avaient tapé, si peut-être. Oui, il manquait les quatre du 5 majeur. Euh, Ils ont ce collectif. Maintenant, ouais, c'est compliqué là. C'est compliqué pour Valence, tous ces déplacements-là, puis c'est des grosses équipes, des gros matchs. Bah ouais, punaise, c'est un peu dans le même esprit que le Žalgiris. Euh, c'est l'équipe qui a fait plaisir à voir jouer, qui revient là. Ah, j'ai envie de les mettre en playoff quand même. Je préfère les voir, même si j'aime bien Lorenzo. Ah, je préférais voir un autre Espagnol, un autre club devant. Je les mettrais bien en playoff quand même, Valence. Ok, bah on se rejoint parce que moi j'ai mis que c'était encore du 50-50, mais plus tendance à être en playoff. Tu vas comprendre pourquoi sur les équipes du dessus. On passe à l'équipe huitième. Allez, Toujours le même bilan, 13-12 pour le Maccabi Tel Aviv. Et là, je vais pas faire semblant, c'est l'équipe que j'ai le moins envie de voir en playoff. 5-5 sur les 10 derniers matchs. Et souvent, c'est des situations, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, où c'est les individualités qui font gagner. Notamment, on voit Baldwin capable de prendre feu. Et c'est peut-être le pire calendrier des équipes en course pour les playoffs. Monaco, Fenerbahçe, Anadolu, Baskonia, Asvel, Virtus, Milan, Zalgiris et Real. Là aussi, ce qui pourrait les sauver, c'est qu'ils ont 5 des 9 derniers matchs à la maison. Damien, qu'est-ce que toi tu penses de ce Maccabi? c'est marrant. Il y a plein d'individualités que je vais apprécier dans ces effectifs-là. Euh, J'aimais même leur maillot l'année dernière. Euh, mais blague à part, on nous demandait, un des gars qui nous suit là sur les réseaux nous demandait un petit peu à se lancer dans l'Euroleague, vers quelles équipes il aimait le jeu collectif, il aimait le beau jeu, avec une culture, avec tout ça, tout ça. Ben, on lui a forcément jamais parlé du Maccabi et c'est ouais, c'est ça aussi. Il y a des vrais joueurs, ils ont pas de collectif, mais il y a de vraies individualités et ça pourrait fonctionner. Mais ça fonctionne pas souvent, ce genre de groupe-là. T'as beau mettre un chef d'orchestre devant avec Lorenzo Brown, bah ça veut pas non plus. C'est pas beau. C'est compliqué. Ouais, j'ai pas envie de les voir en playoff. Ça me fait chier. Ça me fait chier de les voir en playoff. On est bien d'accord. Sur la course au playoff, sur les affiches, sur les confrontations directes, ils vont aller à Istanbul pour affronter l'Anadolu. Ils vont recevoir Baskonia, recevoir la Virtus et se déplacer aux Algiris. Donc voilà, c'est là aussi du 50-50. Mais pour nous, c'est une équipe qui ne doit pas
disputer les playoffs. Pour moi, c'est voilà, c'est tout sauf le basket que j'aime. Odette Katash a plus que montré ses limites. Je suis pas, non, je suis vraiment pas emballé par cette équipe du Maccabi. Euh, on va pas s'éterniser sur eux, pas de playoff pour nous. On passe à Baskonia. Et là, on attaque un cas sérieux. Septième, 13-12 là aussi. Mais attention, je crois que c'est l'équipe qui doit être la plus en alerte, puisque l'équipe de Johan Penarroya Ouais. est l'équipe dans la pire dynamique de toutes ces équipes dans la course au playoff. Ils sont à 3 victoires, 7 défaites sur les 10 dernières rencontres. Et on voit qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage qui fait que le Baskonia est moins tranchant, moins beau, moins efficace aussi. Est-ce qu'ils vont être capables d'inverser la tendance jusqu'à la fin de saison? Une éclaircie avant de te donner la parole sur les 9 derniers matchs, 5 matchs à disputer à la maison, et ça, c'est peut-être ce qui va les sauver, puisque jouer à Vitoria, c'est très compliqué. 10 victoires, 2 défaites pour eux cette saison, et ça tombe bien parce que Baskonia déteste voyager. On en avait parlé sur les réseaux sociaux. 3 victoires, 10 défaites à l'extérieur. Damien, quel est ton sentiment? Pour moi, je te le dis, c'est du 50-50, mais tendance pas playoff, va falloir qu'il fasse un vrai run à la maison pour que ça tienne. Ouais, et puis ce qui m'embête, c'est l'histoire de Pierre Henry qui a pas été réglée. Donc ils perdent quand même un rouage important du collectif. Marcus Howard qui s'est clairement refroidi sur les derniers matchs. Là, je regardais les stats. Je vais remonter, je vais remonter, je vais remonter ouais, jusqu'à la 18e journée. Il fait 4 sur 10 à 3 contre le Bayern. Il fait 1 sur 7 contre le Barça. Il fait 2 sur 10 contre l'Anadolu. Il fait Et 2 sur 6 contre le Milan. Ça veut plus du tout. Contre le Pana, il fait 2-11. Žalgiris 2-7. Et c'est revenu un peu, et encore, contre la Virtus 3 sur 6. Le pourcentage est plus là du tout. Et c'était un des facteurs importants. Si tu mets les paniers, ça libère la place aussi aux gars à l'intérieur. Euh, c'est c'est- c'est compliqué, ouais, comme tu le disais, le grain de sable, c'est même plus un grain, quoi. C'est un rocher dans l'engrenage c'est tout le Sahara de qui est en train de... Peñarroya. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, en fait. Euh, et pourtant, qui aurait cru qu'on aimerait autant voir Baskonia réussir, parce qu'on a quand même pas mal craché dessus, notamment l'année dernière et les années précédentes. Toi, t'as un historique là-dessus, je pense. Euh, C'est clair. Non, mais Baskonia, là, il y punaise. a vraiment. Avant que tu donnes ton avis, moi, je les ai vus là contre la Virtus. On a parlé du côté de la Virtus sur ce qu'ils ont proposé. Mais Baskonia était exactement dans les mêmes dispositions. C'est-à-dire que on sait qu'offensivement, il y a du génie, que l'équipe, elle tourne extrêmement bien en attaque. Et pourtant, là, c'était très brouillon. Les mecs se marchaient un petit peu dessus de temps en temps. Marcus Howard, alors oui, il fait 3 sur 6 à 3 points, mais s'il n'a pas un mini coup de chaud pendant un laps de temps de 2-3 minutes où c'est des tirs ultra compliqués dans le corner avec de la défense, il est obligé de jeter sur le côté pour essayer d'avoir un angle de tir. Finalement, on le voit quasiment pas du match. Les rotations sont pas efficaces. Penaroya est souvent très en colère sur ses joueurs. Heureusement que Giedraitis sort un match assez complet avec 25 points, 31 dévals, mais on sent que l'équipe n'y est pas. Euh, En plus, quand ton secteur intérieur, en pensant notamment à Costello et à Kotsar, n'ont pas le même impact, ça devient ultra difficile de voir du positif pour Baskonia sur cette fin de saison. On dira que du côté de la Virtus, il y avait du répondant avec Bako qui a été très solide, des JT qui a été très bon là aussi, même du Mikey. Mais voilà, en fait, Baskonia, c'est typiquement l'équipe qui peut régaler, mais qui n'a pas le droit à ces moments de flottement. Et très honnêtement, ça m'embête fortement, mais je ne les vois
pas en playoff cette année. Je pense qu'ils vont aller s'échouer à la 9e place. C'est ça. Ça me paraît très compliqué. Comme je l'ai dit, la seule éclaircie que je vois, c'est ces matchs à domicile. Et encore, parce qu'à domicile, il va falloir tomber Monaco, qui joue encore des choses, Valence la prochaine journée, donc là aussi, ça va être compliqué. Il y aura Berlin, c'est une équipe joueuse, et il y a le Fenerbahçe. L'Asvel, c'est plus abordable, c'est beaucoup plus abordable. Mais voilà, les matchs à domicile, ils vont être très compliqués. Et à l'extérieur, il y a le Real, il y a le Maccabi, il y a Zvezda au Pionir et il y a l'Olympiakos. Pour moi, c'est impossible. Mission impossible pour Penaroya, mais merci pour ce qu'il a fait. Il a redressé une équipe et vivement cet été pour voir la suite. Ouais, c'est un peu comme le Žalgiris, c'est quoi qu'il arrive une saison réussie, parce qu'ils redescendront pas beaucoup plus bas. Là, c'est con parce que la défaite contre la Virtus, c'est quoi, de 5 points là, et Oui, face oui, à un oui, prétendant tu veux direct, dire oui, cette semaine, oui, fait c'était mal. 88-83, ouais, une défaite Oui, qui fera mal, ouais, effectivement. parce que voilà, ça permet à la Virtus de remonter. Euh, ouais, ça sera une saison réussie quoi qu'il arrive, parce qu'ils vont, dans le pire des cas, finir vraiment au pied des playoffs. Euh, mais on aura vu quelque chose avec en tout cas une base pour Penaroya pour passer à l'année suivante et vraiment se positionner clairement comme des prétendants pour la saison prochaine. On est bien d'accord et ça fait partie des équipes. On a vite hâte de voir la suite du projet, comme avec le Zalgiris finalement. Donc rendez-vous cet été pour Baskonia. Dernière équipe à aborder sur ce peloton de 6 à 12, le Partizan Belgrade, qui donc s'est incliné. On en a parlé un petit peu face au Fenerbahçe. Un match d'une qualité rare encore cette saison. On sait que l'Euroleague cette année nous, De nous, toute nous beauté. régale, mais là, on détient, je pense, un des top 5, top 10 matchs de la saison. Les deux équipes étaient vraiment magnifiques à voir jouer, mais finalement, c'est Marko Guduric, l'homme de Zvezda, qui a fait très mal aux Partizan Belgrade. 25 points, 7 passes, des tirs clutch, 4 sur 5 à 3 points, Un 35 dévals. taumard dans le trafic. Il a tout fait pour embêter les fans du Partizan dont je fais partie, et en même temps, il donne tellement envie de l'aimer, ce garçon. Avant d'aborder le cas du Partizan, on va échanger sur ce match. Qu'est-ce que toi t'en retiens? Euh, Tyson Pierre et l'adresse globale du Fener, qui a été pour moi l'élément important sur la défaite du Partizan. J'y Euh, reviendrai. parce que Tyson, il fait 4 ou 5 sur 5, enfin il a 100% à 3 points. Il fait 5 sur Et 5, Godoric fait 4 ouais. sur 5 et ils sont à 14-26 au total. Et on l'a qui est des shooters au Fener, on le sait, même Calates a des pourcentages qui sont plus que corrects cette année, qui sont meilleurs que ceux des années précédentes. Mais tu t'attends pas que les role players, que la rotation s'y mette aussi. Euh, donc en plus, il finit à 21 points. Dyson Pierre, il rajoute 6 rebonds, 3 passes, donc il fait un énorme match. Et ça, c'est le facteur, la petite chose qui a fait pencher la balance pour le Fener. C'était deux équipes superbement coachées. Il y a eu c'était du beau basket, À le si on maître et peut, ouais, l'élève, comme tu hein. disais, le maître. Oh punaise, c'était incroyable. Toutes les caméras sur les temps morts avec les consignes. Alors, des fois, c'est compliqué sur Zerko qui braille, mais de voir un punter à ce niveau-là face à un Cador, ça fait plaisir. Parce que c'est facile de marquer des paniers contre l'Alba ou contre l'Asvel, mais Ouais, c'est derrière, clair. il fait un gros match. Il a 50% à 3 points, lui. Il fait quoi? Ouais, 25 points, il est à 24 déval. Euh, C'était cool. Qui d'autre j'ai pu voir aussi? Exum aussi. Oh là
Bah, Puis il y a eu Exum et deux, Le trois Sort, ils ont pétards. été, parfaits compléments de punter, hein. Ouais, ouais. Ouais, d'ailleurs, le sort a enrhumé deux, trois fois Booker, c'était pas mal. C'était pas mal à voir. Yam Ouais, Madar fait un taper très des... gros début de match. Très, très gros C'est début de ça. match. Où il a été Après, il est très pénalisé par incisif. les fautes. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il sort pour 5 fautes. Il sort pour 5 fautes, plein de, ouais, Comme Pointer. beaucoup de frustration pour eux. Mais il a été très incisif dès le début de match. Euh, mais pour souligner la qualité du match, il y a des chiffres que je vais retenir. C'est déjà les évaluations. Les deux Ouais, équipes sont à plus de collectif, 100, elles sont ouf. 107 pour le Fener, 103 pour le Partizan. Et dans un match où il y a donc il se termine à 97 pour le Fenerbahçe et 94 pour le Partizan, c'est les pertes de balles. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 8 pertes de balles pour le Fener, Non. il y a 9 pertes de balles pour le Partizan. C'est rien, c'est rien. Et finalement, l'adresse à 3 points globale du Partizan, qui a 8,23, va être un des éléments clés de ce résultat. Et tu vois, quand tu parlais des chiffres de la réussite du Fener, il y a un moment dans le match où le Partizan est devant, ils ont le match en main, je regarde les stats et je me dis, la logique, elle n'est pas là. La logique n'est pas respectée parce que toutes les réussites étaient du côté du Fener, toutes les stats étaient positives du côté du Fener, mais ils étaient menés au score et je me suis dit, ça restera pas comme ça. Ça pourra pas tenir. Ouais, après, il y a tous les end-one qu'on récupéré les joueurs du Partizan aussi. Ça a été important. Ils sont à 90% au lancer franc. Ça joue vachement aussi. Punter doit faire 2 fois 4 points, non? Ou lui, il en fait un et Madar doit en faire un. Il y a Je ça, sais plus. Il y a eu mais... deux. Non, non, vas-y, fini, fini, fini. Non, non, c'est juste qu'il y a eu pas mal d'actions où ils n'ont pas les 3 points, mais ils ont les 2+1 ou les 3+1. Et je pense que c'est ça aussi qui leur permet d'être un petit peu au-dessus. Et ils tirent quand même 20 lancers francs, enfin 22 lancers francs et ils en ratent deux. Euh, ouais, Le souci, c'est qu'ils le rendent à la fin. Parce qu'à la fin, le Fener, ils ont que mais, ces actions-là aussi. Guduric qui va finir en 2+1 ou marquer des 3 points ou faute et ça se joue là-dessus au final parce qu'ils leur rendent à la fin et au pire moment. puis il y a un moment sur les dernières actions où l'ED bataille pour l'interception, elle lui retombe dessus et elle sort, retour Ouais, balle au Fener. Derrière, ça aboutit à des lancers, je pense, je sais plus qui, Guduric ou ça se joue pas à grand chose et c'est ça qui est dingue en fait, c'est de se dire qu'ils ont pris en face le Fenerbahçe qui tire à plus de 50% à 3 points euh, et ils les ont tenus, ils les ont vraiment tenus en fait. Moi je veux ça en playoff, hein. Je le dis direct, quitte à avoir une des deux équipes sortir du Final Four, il nous faut une série, il nous faut une série partisan Fener. Si on a 5 matchs comme cela, alors justement, on va en parler du cas partisan. Ils sont sixième, 13-12. Ils sont sur une réelle bonne dynamique. On en a parlé la semaine dernière. Ils ont une des meilleures dynamiques sur les 10 derniers matchs. Ils sont à 7-3 avec le Barça et le Real. Ils se tiennent. Il y a l'Olympiakos qui règne en maître là-haut avec 9-1 sur les 10 derniers matchs. Mais voilà, ils appartiennent à un groupe top 4 en ce moment dans les dynamiques. Euh, Ils sont sixième, il y a le même bilan. euh, et ils vont jouer sur les 9 derniers matchs, 5 matchs à la maison. On sait que ça fait la différence quand tu joues à Belgrade. À commencer par la semaine prochaine contre Berlin. Une affiche qu'il ne faudra pas rater pour eux. Ils vont devoir gagner parce qu'ensuite, ils enchaînent 3 déplacements. Virtus, qu'on a vu dans cette course au playoff. Milan, il ne faudra pas le lâcher non plus. C'est une double journée là aussi. Et ouais. ensuite, ils finissent leur road trip le 16 mars par l'Anadolu. Fin Là du mois de aussi, mars. alors eux, ils vont enchaîner une fin de mois de mars compliquée, donc déplacement à l'Anadolu. Et ensuite, ils enchaînent 3 matchs à la maison, mais c'est Olympiakos, Barcelone, Real Madrid. Les 3 premiers. Les 3 premiers, plus Monaco à aller défier sur le rocher avant de finir contre le Pana. Le calendrier est dur, très dur,
mais il y a 5 matchs à la maison. Est-ce que ce sera suffisant pour aller en playoff, Damien? Franchement, l'impact, parce qu'on parlait, tu parlais de l'Olympiakos qui est à 9-1 sur les 10 derniers matchs, oui, mais là, il y a eu, alors après un moment, c'était contre qui ce week-end Valence? Oui, c'est Le ça, parti, contre le parti, Valence. tu parles de qui? De Olympiakos, l'Olympiakos? Oui. L'Olympiakos l'Olympiakos, se ouais, déplace à Valence, ouais. et ça a mis du temps avant de décoller là. J'ai pu voir la première mi-temps là, c'était quand même compliqué au départ pour Olympiakos. L'impression, il y a eu quand même pas mal de creux comme ça sur les matchs de l'Olympiakos dernièrement. Le Partizan, pour moi, est visuellement, enfin, impactant. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je trouve qu'au niveau de leur performance, que ce soit là la défaite contre le Fener ou les autres matchs, la dynamique, elle est à 7-3 et elle est vraiment forte. Il y a vraiment un truc, je les vois pas descendre, je les vois pas sortir de playoff. Ça, c'est mort. Euh, L'avantage du calendrier, c'est quand même 3 matchs à la maison à Belgrade, même si c'est les 3 premiers. Donc, avec un petit peu de chance, il y en a bien un qui va tomber euh, face à une équipe qui va peut-être se ménager, l'Olympiakos qui sera déjà bien en haut, ou qui aura pas forcément d'intérêt à aller chercher un avantage. En sachant qu'ils avaient affronté donc le Real et le Barça sur une double journée, donc Mm. c'était journée 9 et 10, et ça avait été des matchs aussi d'une grosse qualité où ils perdent de 8 points contre le Real, ils perdent de 11 contre le Barça, mais ça avait été des matchs assez serrés, hein. Non, il nous faut le partisan en playoff, ça c'est sûr. Surtout quand on voit les dernières performances là, on peut pas, moi j'imagine pas le partisan hors playoff. C'est pas possible. Euh, Je partage ton avis, j'en ai très envie. À voir le calendrier, je viens de regarder. Sur la phase aller, Olympiakos s'est perdu, Barcelone s'est perdu, Real s'est perdu. Ils avaient démonté Monaco à Belgrade. Là, il va falloir jouer sur le Rocher. Je pense quand même que c'est une autre équipe. C'est une autre équipe. On le voit, elle est de mieux en mieux coachée. Les joueurs ont de mieux en mieux le système Obradovic en tête. Ils sont très costauds. Moi, c'est surtout les affiches ailleurs qu'il faudra pas rater. À commencer par Berlin. Berlin, c'est la revanche de la première journée où il s'était fait ouvrir en deux pour le premier match d'Euroleague c'est ça. de retour, 100 à 84. Et après, Virtus, Milan, il va falloir gérer ça. L'Anadolu, il va falloir marquer un coup. Le Pana, c'est hors de question de le perdre en dernière journée. Les autres, si on fait des paris, s'ils arrivent à accrocher allez, un Barça ou un Real et Monaco, je pense qu'ils seront en playoff. Ouais, puis pour que les planètes s'alignent, ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'ils passent cinquième pour qu'on puisse avoir un Fener partisan en playoff. Ça serait C'est cool. c'est vrai que t'es parti là-dessus, toi. Non, ouais, punaise, le trio enfin, à domicile Olympiakos, Barça, Real sur les avant-dernières journées, là, il est dur quand même. Il est vraiment dur. Il est dur, mais écoute, il y a un grand coach, il y a des bons joueurs, on va y croire. Si je reprends du coup notre classement, on va figer les 4 premières places. Ça devrait pas On est beaucoup d'accord. bouger. Ça sera Olympiakos, Real, Barcelone, Fenerbahçe globalement dans ce top 4. Monaco, cinquième, devrait, allez, on va dire, jouer entre la 5 et la 4 et la sixième. S'ils sont sur une bonne dynamique, ça peut aller chatouiller le Fener, ça peut être rejoint par le sixième. Grosso modo, ils seront en playoff. Et du coup, derrière, si je suis notre logique, le Partizan reste en playoff. Euh, Valence intègre les playoffs. Et après, du Hmm. coup, ça joue avec l'Anadolu. On Ouais, parle ça ferait là-dessus. quoi? Ouais, l'Anadolu. Allez, on parle là-dessus. Je Basconia dirais, juste en dessous.
je dirais même Anadolu 7, Valence 8, Baskonia, Zalgiris. Ouais, non, allez, Baskonia, on va dire Baskonia, Maccabi, Zalgiris dans le lot avec la Virtus. Mais ça va se tenir en tout cas. Ça va être palpitant comme fin de saison. Ouais, surtout Monaco, ça va être le truc à surveiller aussi parce que c'était vraiment pas beau. Hier, avant-hier, je sais plus, C'était contre contre Barce. Barcelone. Défaite de 10 Ouais, points, contre il me semble. Barcelone. C'est ça. Le score qui reflète pas forcément la physionomie du match. Ça aurait pu très vite remonter pour Monaco s'ils avaient démarré un moment ou un autre. Ça n'a pas été le cas. Ça a plutôt explosé en fin de match là, avec Mike James qui a pété un câble, qui a envoyé deux saucisses, qui s'est embrouillé avec Obradovic et c'était vraiment moche. Monaco, c'était vraiment moche, avec des rotations qui étaient surprenantes pour Okobo. Il y a eu un pseudo souci Moneke qui aurait bien aimé starter et qui est passé derrière, même si John Brown fait un gros match. Euh, Monaco, c'était vraiment pas beau à voir. Il n'y a pas de tir, ça rentrait pas, et pas de collectif. Et puis on a vraiment vu Mike James Des mauvais jours. très bien. Bah oui et non, parce qu'il y a eu sur la première partie un moment quand ils prennent deux éclats, à chaque fois la relance elle vient de lui sur des efforts défensifs pour vraiment aller chercher la pro, pour vraiment aller chercher euh, Rocas, provoquer les stops défensifs. Ça vient vraiment de lui au départ, la défense. Ils reviennent au score gentiment, puis après Monaco repart, Barcelone repart dans l'autre sens. Mais ça a jamais démarré. Il y a pas eu les tirs qui sont rentrés comme d'habitude. Il n'y a pas eu le rush euh, comme a pu faire l'Asvel ou comme on a pu voir Monaco faire sur certains autres matchs où ça a l'air compliqué. Puis finalement, ils mettent la machine en route et ça déroule. Là, c'est compliqué quand même à Monaco ces derniers matchs. Euh, et là, dans la dynamique actuelle, notamment avec la défaite sur la Leaders Cup, alors qu'on sait que notamment la réussite en France est importante pour les dirigeants. Là, contre Bourg, ça a déconné aussi avec Mike James. Ouais, c'est pas beau, c'est pas beau à voir jouer Monaco. Euh, Alors ils perdent le Real, ça ils ont gagné tombe, l'Alba. ça Dis-moi. tombe bien. Monaco, je vais avoir deux questions pour. Enfin, oui. Une question plutôt. Est-ce qu'ils doivent regarder vers le haut ou vers le bas? Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter des équipes qu'on vient de discuter? Il y a 2 victoires d'écart avec le groupe à 13-12, donc Partizan, Mhm, mhm. Baskonia, Maccabi, Zalgiris et Valence. Il y a 2 victoires d'écart. Est-ce qu'ils sont plutôt sereins à ce niveau-là pour toi? Bah non, parce qu'ils rencontrent précisément toutes les équipes qui sont Voilà, derrière elles. c'est ce que je voulais aborder comme point, c'est que Monaco va être un petit peu l'arbitre aussi de cette course au Exactement. play-off. Avec, donc, comme tu l'as dit, ils vont jouer toutes les équipes qu'on vient de parler. Ouais, le Maccabi là pour la prochaine journée et ensuite c'est alors, bon, le Pana. Et après, ben, ça Ils fait, vont ça fait à Vitoria. Baskonia. Ils reçoivent Bologne et Valence. Ensuite, font 2 déplacements, Zalgiris, Bayern. Partizan avant-dernière journée. Anadolu, dernière journée à Istanbul. Oui, donc enfin, par la force des choses, ils regardent vers le bas parce que c'est toutes les équipes qui sont derrière qui peuvent prétendre à ces fameuses places de play-off. C'est pas plus mal. Je pense qu'à un moment, il faut remettre les choses en place à Monaco. Il faut pas redescendre, mais c'est intouchable. Là, actuellement, Barça, Oli et Real, c'est intouchable. Tu peux même rajouter les Fener. T'as quand même le Partizan qui remonte à vive allure. Je pense que là, déjà la cinquième, ils peuvent mettre une croix dessus, à peu de choses près, euh, parce que ça remonte très très fort derrière. Ouais, va falloir assurer, retrouver un collectif, une cohésion qu'on leur a connue sur le début de saison où ils étaient flamboyants.
Là, c'est chaud quand même pour Monaco. Enfin, c'est chaud. Ça me paraît compliqué qu'ils aillent pas en play-off. Je pense qu'ils ont quand même un effectif d'une grande qualité, Oui, ils ont leur destin même si entre leurs mains parfois il y a quand même. quelques Playmobil. Oui, oui, oui. Ok, ça marche. Bon, bah, Monaco, c'est un cas un peu particulier, mais bon, ils vont être assez sereins. Mais effectivement, ils ont ce rôle d'arbitre sur la course au playoff. Pour conclure, Damien, on va faire les traditionnels pronos de la prochaine journée rapidement. Je te donne l'affiche, tu me donnes ton vainqueur, et comme ça, on conclut cette émission. Le 2 mars, on commencera par un Bayern Zvezda. Ah, Ce sera Zvezda. Le Zvezda, Bayern, ouais. ça, enfin, ils ont montré de bonnes choses là. Ils perdent, mais ça s'est joué vraiment sur la fin du match. C'était quoi déjà? C'était contre le Maccabi. Euh, Maccabi d'un gros Lorenzo Brown, 27 points, 6 passes, 4 rebonds, 33 dévals. Ouais, mais ouais, Zvezda quand même. Ça va. Ils vont lâcher prise, peut-être plus se concentrer sur le championnat. Je pense aussi, et puis Zvezda était hors de notre analyse du top 8 de la course au playoff, mais ils ont quand même encore mathématiquement la possibilité de le Ah faire. oui, Donc il faut forcément gagner ce genre de match. Barcelone-Zalgiris. Barcelone pour moi. pareil. Ok, Panathinaikos, Anadolu. Anadolu, forcé de le gagner, et puis ils peuvent pas perdre contre le Pana pour moi. Ça se jouera à Athènes par contre. Ça se joue à Athènes, mais s'ils prennent pas celui-là, ça va pas les mettre dans un bon mood parce qu'ils le savent que contre la Svel, ça s'est joué à pas grand-chose, qu'il y a faute sur 10 postes à la fin et qu'il doit y avoir des lancers et que ça recolle ou que ça gagne pour la Svel. S'ils perdent le palin, c'est compliqué. Donc ouais, non, non, il faut que l'Anadolu gagne. On est d'accord. Partisan Alba. Partisan parce qu'ils Bon. n'ont pas le choix et puis parce qu'il y a l'idée de revanche contre l'Alba. Voilà, ça c'est mon sentiment. Ah, c'est clair que Zarco il est en tête celle-là. Non, non, il est parti sans. Ok. La journée de jeudi se conclura par un Monaco-Maccabi Tel Aviv. Est-ce que le Maccabi est capable de leur faire un Baldwin ou un Brown Games? Pour moi, ce sera Monaco Oui, quand même. ça c'est sûr. Monaco doit se reprendre. C'est pas possible. Et contre le Maccabi, ils sont play-off pour l'instant. Le Maccabi, c'est les premiers qui suivent là. Faut taper ça. Faut taper Ok, ça à Monaco. Faut se remettre dans le bon sens. ça marche. Le vendredi, Fenerbahçe Virtus. Virtus pour moi. Hmm. Fenerbahçe, pardon. Parce que ils tout disent, Oui, parce que parce que le grosse Fener se sensation contre le reprend. Partizan et On est d'accord. ok. Asvel reçoit le Real. Real Ça, c'est le genre de pour match. moi, mais ils sont capables de le faire, hein, l'Asvel, hein. On le sait qu'ils ils sont capables d'accrocher les gros, hein. Mais ils l'ont fait plein de fois cette année en fait déjà. Bah Je oui, pense qu'ils mais ont dû faire et le Barça et le Real. ils le font Ah, tous il y a les ans de se revanche. choper des gros, hein. C'est pas la revanche, ils n'ont pas perdu Real à domicile. Alors, je vais vérifier Ouais, ça je tout de sais plus. suite, mais en tout cas, je trouve que l'Asvel se fait la spécialité, au-delà de jouer la place en playoff, ils sont la spécialité de choper des gros ou de les tenir à la maison. Ils avaient perdu 92-73 J15 à Madrid. Ah oui, c'est ça. Pour moi, ce sera le Real quand Ils même. avaient tapé. Ouais, ça me paraît compliqué. Le Real va devoir consolider quand même cette place dans le fight, enfin, sur le haut du tableau. Ouais, le Real. Ok. Basconia-Valence. Ah, celui-là, il va coûter cher. Euh, C'est un petit tournant, celui-là. ah bah oui, là, ça joue vraiment. On va dire, c'est presque un match contre double, hein. C'est clair, le psychologique va jouer vachement parce que là, tu passes au-dessus de l'autre direct. Je dirais Euh, Vitoria avec justement un gros match, soit de Thompson, soit d'Howard et puis le fait de jouer à domicile. Mais ça va se jouer à moins de 10 points ou en prolongation, je pense. Et là, ça va être ouais, je mets Valence. 25 points d'écart. Ok, donc c'est peut-être le seul où où on a été opposé dans C'est les ça. résultats. Et enfin, dernier match, Milan-Olympiakos. On s'en Bon, fout? Non, je rigole. allez, Euh, Olympiakos.
histoire d'asseoir un peu Moi, plus la concurrence. Et puis, Vezenkov doit bien soigner ses stats pour avoir le MVP de fin de saison. le MVP. Oh là là, c'est dur quand même. Ah là là, Milan, j'aimerais bien quand même. Ok, donc Avec leur roster, avec leur roster complet, avec le Napier avec, Game, avec le Napier Pangos Game, ça va pas arriver. Euh, Parce que quand tu regardes l'effectif total, sans les blessés, le gâchis. bah oui, mais C'est ça on le pas, je pense sait. que c'est la plus grosse arnaque de toutes les previews qu'on ait pu faire en 2 ans, le Milan. Moi, je vous avais prévenu, les gars. Bref. Je vous avais prévenu. Ok, Coucou Lucas. Allez, pour toi, celle-là. c'est donc comme ça qu'on va Non, non, non. terminer cette nouvelle émission d'Euroleague. Damien, merci de m'avoir accompagné. C'était bien fun de décortiquer cette course au playoff qui, encore une fois, nous fait penser qu'on vit une saison Euroleague extraordinaire. Ouais, de ouf. Je te laisse le petit mot de la fin. T'as un truc à faire passer ou... Ouais, je voulais faire une petite dédicace à Simone Fontecchio, qui a eu un petit peu de temps de jeu là ces derniers temps et qui tapait les Spurs avec 11 points. Euh, Tu Il parlais des tape pas rumeurs les... avec Dorsey qui revenait. Et je voulais la caser tout à l'heure, mais j'ai pas pu. Donc voilà, un petit bisou à Simone Fontecchio. On ne l'oublie pas. Lui qui s'est perdu là-bas dans l'Utah. C'est quand il veut lui aussi pour revenir. Peu importe le club. Peu importe le club, mais faut qu'il parte. Faut qu'il revienne. Ok. Je vous invite encore une fois à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et YouTube. Ça continue de grimper, on en est très content et ça nous motive encore plus à suivre l'Euroleague, à inventer des concepts, à les travailler et à vous proposer le contenu sur nos vidéos et aussi sur Twitter. Il y a plein de choses qui se préparent en coulisses. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à surtout interagir avec nous. On adore ça, on le répétera jamais assez. Dame, à bientôt. Bonne semaine à vous et bonne semaine d'Euroleague à tout le monde. Ciao, ciao! Ciao.